bonsoir à vous. Merci d'être là. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Je vois certains avec des manteaux. Vous avez été prévoyants. Nous, on les garde. On les garde. L'atmosphère n'est pas encore... Mais vous allez voir, d'ici une petite demi-heure, ça va se réchauffer. Alors voilà, Mohamed, merci d'être là. Merci à vous. Abdelali, à vous aussi. Et je voulais vous dire, puisque nous avons lu votre livre, Mohamed, qu'à travers une histoire qui au départ dit jeu, une histoire qu'on pourrait penser simple et banale, c'est finalement une fresque à multiples facettes de la société marocaine que vous avez passée au crible de vos mots, ai-je envie de dire. Peu sont épargnés autour de cette dénonciation d'une corruption qui est une corruption généralisée. C'est l'administration qui est faillible, c'est l'éducation qui est vérolée, c'est le regard brutal des hommes sur les femmes, c'est la médecine, pour le moins aléatoire, c'est les laboratoires business, c'est la justice qui est une non-justice, c'est le monde syndical qui est mafieux. Bref, c'est une vive critique des pratiques sociétales, et ce, sans aucune complaisance. Et au fond, c'est un livre sur le mensonge. Sur le mensonge, c'est ce livre que vous avez écrit, et puis surtout sur la lâcheté. La lâcheté, qu'est-ce que c'est que la lâcheté? La lâcheté, c'est ce manque de bravoure, c'est ce manque de courage devant le danger, c'est la passivité excessive, c'est l'absence de moralité. Cette absence de moralité qui fait que on porte à profiter de l'impunité et on la fait dévier vers d'autres qui sont pourtant innocents. Et comme le relatait une journaliste dans un article à la mi-décembre dans La Croix, cet article que nous avons retrouvé, Salima, qui est au pôle de la communication, nous l'a retrouvé pour nous, cet article qui est donc paru dans le journal La Croix, vous écrivez, dit-elle, la violence d'une situation kafkaïenne dans laquelle vos deux personnages, et ça c'est moi qui l'ajoute là, comme le jardin des pleurs, sombrent, s'évanouissent, et dit-elle, avec un verbe pourtant gai et parfois même enfantin. Alors j'ai presque envie de... Attendez, je retrouve ma page. J'ai presque envie de vous demander, Mohamed, si votre prochain livre sera plus gai, porteur d'espoir, nous qui avons envie de croire en une société intelligente, surtout à un moment de l'actualité où il y a une nécessité de se retrouver autour des valeurs existantes. Et vous savez, malheureusement, ce à quoi je fais allusion ce soir. Et finalement, je me disais, peut-être n'y a-t-il pas une forme de courage, par-delà la lâcheté, à croire que nous pouvons l'être précisément courageux et audacieux. Voilà, donc nous avons des questions à vous, Mohamed, et merci à vous d'être là, et on vous laisse la parole. Merci madame pour cette lecture, merci à l'Institut français pour l'invitation, merci au public qui s'est déplacé pour écouter les bonnements d'un écrivain. C'est pas évident aujourd'hui. Oui, c'est une très bonne lecture et j'ai presque plus rien à ajouter. Je vous remercie, c'est très bien décortiqué. Je vous remercie pour cette lecture. Alors, de ma part, bonsoir, chers amis du Café littéraire. Je suis particulièrement heureux ce soir d'animer cette rencontre, surtout qu'il s'agit ce soir d'un ami, d'un collègue et d'un grand écrivain connu, reconnu, très reconnu même aujourd'hui. Il est connu surtout par les romans qu'il a écrits, 6 romans jusqu'à maintenant, Morceaux de choix en 2005, en 2003, oui, il a obtenu le prix Grand Atlas en 2005, Le bonheur des moineaux, La maison de Sicile, Triste jeunesse et bien sûr Le jardin des pleurs, sorti en 2014 aux éditions Le Fennec et aux éditions de l'Aube.
C'est un écrivain donc déjà connu, c'est un écrivain reconnu, puisque ne serait-ce que parce qu'il a obtenu 2 grands prix prestigieux au Maroc, le prix Grand Atlas pour son premier roman Morceau de choix. Je tiens à préciser que le jury de ce prix a été présidé par le grand écrivain Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature. Et en 2012, Si Mohamed Nedali reçoit le prix La Mamounia pour son roman Triste jeunesse, des mains de la ravissante écrivaine française d'origine marocaine, Christine Orban. C'est un écrivain de plus en plus reconnu maintenant, non seulement au Maroc, mais aussi en France, grâce surtout aux éditions de l'Aube, qui le font de plus en plus découvrir en France. Et les témoignages positifs à son égard ne cessent de se multiplier. Pour ne citer qu'un seul témoignage, celui d'un chroniqueur littéraire attitré et confirmé, Gérard Collard, qui dit de Mohamed Nedali, c'est l'un des plus grands écrivains francophones contemporains. En parlant du Jardin des Pleurs, Gérard Collard dit aussi que ce roman, je le place 10 fois plus haut que les romans de Tariq Ben Chebloun. Donc on ne va pas entrer dans la concurrence, mais c'est un témoignage qui montre à quel point l'écriture de Si Mohamed Nedali commence à s'imposer et à confirmer son talent. Je me retourne vers Si Mohamed Nedali d'abord pour lui souhaiter la bienvenue à El Jadida. Et je commencerai d'abord par une citation de vous. Vous aviez dit un jour l'indifférence est l'ennemi du talent. Moi, j'ai envie de vous dire que votre talent ne doit pas nous laisser indifférents. Et la preuve, c'est ce dernier roman, Le Jardin des Pleurs, sorti en 2014 chez le Fennec et aussi aux éditions de l'Aube. Je peux montrer l'édition de l'Aube au public. Alors sur cette édition, vous avez un surnom de Si Mohamed Nedali, un surnom donné par Christine Orban, qui qualifie Mohamed Nedali du Stefan Zweig marocain. On sait très bien que Stefan Zweig, c'est l'un des écrivains, plutôt l'écrivain le plus lu en France, l'écrivain étranger le plus lu. Il est plus lu qu'Agatha Christie, et donc j'imagine que Mohamed Nedali va être aussi un grand écrivain très lu en France et ailleurs. Si Mohamed Nedali, vous avez décrit votre écriture comme étant une écriture exutoire, une sorte de catharsis qui vous permet d'évacuer un petit peu la souffrance. Est-ce que Le Jardin des Pleurs entre dans cette perspective ? Merci, Seb. Je pense que oui, que mes textes, depuis le tout premier jusqu'au Jardin des Pleurs, rentrent dans cette écriture catharsis. Oui, une écriture exutoire, et je crois que je vais encore continuer sur cette voie. Ce livre est triste, comme celui qui le précédait, qui portait bien son nom, Triste jeunesse. Mais un sujet comme celui-ci, dans un sujet comme celui-ci, je ne peux pas me permettre d'être gai, d'avoir de l'humour. Il y a un peu d'humour, mais c'est limité. C'est pas comme dans Morceau de choix. C'est un sujet triste et il a fallu le traiter dans un registre qui lui convient. C'est ce que j'ai fait. Alors de quoi s'agit-il en gros dans ce roman ? C'est une histoire vraie déjà. C'est l'histoire d'un... En fait, au départ, j'ai décidé de consacrer une trilogie à la jeunesse marocaine. Et le premier, c'était Triste jeunesse. C'est un livre sur les souffrances, les malheurs d'une catégorie de jeunesse, la jeunesse diplômée, les diplômés chômeurs.
Et le deuxième, celui-ci, c'est encore des jeunes qui ne cherchent plus du travail, qui ont un travail mais qui ont du mal à se faire une place au soleil, pour les raisons que l'on imagine, à savoir la cherté de la vie, l'impossibilité de trouver un loyer à Marrakech, qui est devenue une ville occidentale sur ce plan. Et puis, certains secteurs de la société, la justice, l'éducation, etc., la santé, qui continuent à refuser, à s'opposer à toute rénovation, à toute évolution. Alors on mettait en scène deux personnages principaux. D'abord le personnage de Driss, qui n'est pas sans rappeler aussi le Driss Ferdi, peut-être du passé simple. On peut faire un petit rapprochement. Et puis il y a le deuxième personnage, c'est le personnage de Souad. Les deux personnages forment un couple. Si je me permets une petite reproduction de la célébrissime formule de Bovary, de Flaubert, qui a dit Madame Bovary, c'est moi. Quelle serait votre formule à vous? Souad ou Driss? Vous savez comment les romanciers, comment ils fabriquent leurs personnages. La formule est classique et date du 19e aussi. Même bien avant, des tout premiers romans, même de Don Quichotte. Un auteur fabrique un personnage en y mettant un peu de soi et un peu des autres. Ça a toujours été la formule. Vous venez de citer cette fameuse déclaration de Flaubert dans la préface de Madame Bovary, je crois qu'il correspond à tous les romanciers. Sauf évidemment dans le cas de l'autobiographie qui est un genre à part. Il y a un peu de moi dans les deux. Saïd, c'est un personnage, c'est un Marocain, un peu schizo. Driss plutôt, Driss. Driss plutôt, pardon. Driss est un personnage, je confonds avec le prochain personnage, le personnage du roman que je suis en train d'écrire. Lapsus. Et donc, il porte un peu de moi, c'est certain. Je ne vais pas dire quoi exactement. Il y a quelques faiblesses, Madame a parlé de petite lâcheté. Oui. Un regard porté sur les êtres et sur les choses, sur la vie en général. J'ai fait la part belle à cette femme dans le roman, parce qu'on m'a trop reproché d'être un peu misogyne dans mon écriture, mais c'est mal me comprendre en fait, parce que ça y est, dans le premier livre, déjà dans mon seul choix, j'ai commencé le texte par dire je m'appelle Théami, je suis apprenti boucher à la Médina de Marrakech, et puis voilà, le narrateur est un jeune bien de chez nous, un voyou qui regarde le monde avec les yeux du voyou, etc. Et donc, mais c'est pas l'auteur qui parle, c'est toujours le narrateur. Et les lecteurs en général, ils distinguent pas. C'est un gros problème pour les écrivains, ils distinguent pas entre l'auteur et le narrateur. Alors en tant qu'auteur, bien sûr, moi je pointe du doigt, je dénonce toutes ces irrégularités, toutes ces attitudes condamnables à l'égard des femmes en général et à l'égard des citoyens en général. Donc, mais le personnage il est souvent issu de la société marocaine, un citoyen lambda qui a un regard tout à fait, on va dire, ordinaire, celui du citoyen marocain qui n'a pas fait d'études, ou qui a fait très peu d'études, et qui est très imprégné de cette culture pleine de défauts, etc. Mais malheureusement, le lecteur, il a du mal à distinguer entre l'auteur et le narrateur. Ouais. Alors pour revenir un petit peu à cette histoire, c'est une histoire, comme vous avez dit, qui est inspirée de faits réels, d'un fait divers qu'on a tendance à appeler dans le jargon journalistique les chiens écrasés, sauf que ce ne sont pas des chiens qui sont écrasés, ce sont des citoyens, des personnes ordinaires, très simples, qui ne cherchent qu'à vivre avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Et puis, le personnage principal ici, le personnage de Driss,
veut réussir sa vie, il passe un concours pour devenir infirmier. Il achète 2 chevreaux, le premier pour réussir le concours et le deuxième pour être affecté en plein centre de Marrakech. Donc les chevreaux étaient une bénédiction pour lui, il a réussi sa vie, entre parenthèses. Donc il a son petit studio, il a son petit boulot, il a sa petite moto, il ne lui reste que l'amour. Donc il va chercher l'amour, et l'amour il va le trouver chez Souad. Donc c'est une ancienne élève du lycée, et donc il va se marier avec Souad. Le bonheur est là, il passe une vie paisible, et puis un jour il se passe quelque chose. Souad travaille dans un hôtel, dans un grand palace. Elle est humiliée, hein, c'est un euphémisme, par un commissaire de police. Et là, elle est agressée par un commissaire de police. Et là, c'est la triste procédure judiciaire qui se met en marche. C'est une machine infernale qui va mener par la suite à une descente aux enfers. Voilà, une descente aux enfers. Donc voilà en gros de quoi il s'agit dans ce roman. Mais on ne va pas raconter toute l'histoire, il faut lire le roman. Bien sûr. Alors, dans cette histoire, vous avez parlé tout à l'heure d'humour. Hein. Au début de ce roman, on ne manque pas d'humour, surtout quand il s'agit de Driss. Et vous avez parlé également tout à l'heure de Souad comme étant un personnage que vous avez envie de mettre en valeur. Vous avez fait la part belle justement à Souad au détriment de Driss. Driss paraît plutôt un personnage corrompu dès le début parce qu'il réussit de façon malhonnête, et puis il y a Souad qui est un personnage intègre et qui reste fidèle à elle-même jusqu'à la fin. Si vous me permettez juste un mot sur ce personnage de Driss, qui est en fait un condensé du Marocain moyen. Voilà. Les jeunes aujourd'hui ne cherchent pas à changer la société, ni ici ni ailleurs, en France non plus. Ils cherchent à se faire une place au soleil, à s'incruster dans cette société, à s'y faire une place. C'est tout. Le rêve de changer la société, c'était un rêve des années 70, des années 80. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et Driss, justement, ne cesse d'apprendre, en fait, ou plutôt de désapprendre, puisque toutes les valeurs peut-être qu'il avait apprises au lycée et à la fac ne sont plus, ne s'adaptent plus à la réalité. Donc il commence à découvrir de temps en temps, il découvre la bêtise, il découvre la corruption, il découvre l'injustice, jusqu'à la grande découverte par la suite. Et il s'en accommode. Oui, justement, il intègre le système. Voilà, il intègre le système. Voilà, c'est le cas, malheureusement, moi je discute souvent avec les jeunes, c'est le cas de l'écrasante majorité des jeunes. Ils ne contestent pas, ils ne sont pas dans la contestation. Ils sont plutôt dans un individualisme qui vise à se tirer d'affaire, à se faire une place au soleil, comme je disais tout à l'heure. Alors pour une petite mise en appétit, on va lire quelques passages où il est question d'humour justement, mais c'est un humour très satirique, très critique. Par exemple, au début, Driss passe le concours. Et pour passer le concours, donc il réussit l'écrit, il passe à l'oral, et il a devant lui une examinatrice intégriste qui lui pose la question suivante. Alors la question, les maladies chroniques seront la principale cause d'incapacité physique, mentale et sociale d'ici fin 2020. Après avoir illustré chaque cause par un exemple, vous donnerez et argumenterez votre point de vue en matière d'accompagnement des patients. Bien sûr, notre cher personnage Driss est à court d'arguments, il ne peut pas répondre à cette question. Alors, il trouve le moyen de répondre autrement, mais l'argument principal, c'est l'examinatrice qui est en face de lui. Je vous lis avec plaisir ce passage. Donc, c'est l'examinatrice qui pose la question à Driss. Vous disiez que vous avez fait un mauvais choix, n'est-ce pas? Donc, c'est Driss qui dit, Madame, excusez-moi, je pense que j'ai fait un mauvais choix, ce n'est pas le sujet que je voulais traiter. Vous disiez que vous avez fait un mauvais choix, n'est-ce pas? Peut-être. Me suis-je mal exprimé, Madame? Que vouliez-vous dire alors? Qu'il m'est tout simplement impossible de répondre à la question tirée au sort. Impossible? Pourquoi? Parce que je ne puis me substituer à Allah, le Très-Haut. Soyez plus explicite. Je m'explique, Madame.
le texte dit que les maladies chroniques seront la principale cause d'incapacité physique, mentale et sociale d'ici fin 2020. Oui, 2020, c'est bien l'avenir, madame, vous en convenez? Tout à fait. L'avenir, madame, est du ressort du Très-Haut. Seul Allah, le maître de l'univers, sait ce qu'il adviendra de ses créatures. Sourate de la Vache, verset 25. L'être humain, lui, ne peut prétendre à la connaissance de l'avenir, quelle que soit l'étendue de son savoir. Toute tentative dans ce sens relève, à mon avis, de l'apostasie pure et simple. Les yeux de la bonne femme s'écarquillèrent, l'air effaré de quelqu'un qui prend soudain conscience d'un danger imminent à ses pieds. Vous avez tout à fait raison, fit-elle en reprenant le feu. Donc voici une scène décrite avec beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de dialogue aussi dans... Est-ce que... il y a d'autres scènes aussi qu'on va pouvoir citer par la suite. Est-ce que vous considérez l'humour comme une arme efficace contre la bêtise, contre la stupidité, comme ici par exemple? Une arme efficace, c'est certain. On vient d'en avoir encore la preuve, malheureusement par la triste information qui a secoué pas seulement la France, mais le monde entier. L'intégriste est par définition quelqu'un qui déteste l'humour. Et pas seulement l'humour et le rire en général, sous toutes ses formes. Et il y avait quelqu'un, vous savez, en 1980, un grand écrivain francophone, mais italien, qui a écrit un très très beau roman qui s'appelle Le nom de la rose. Et dont on a tiré un film. Le nom de la rose, ça parlait essentiellement du deuxième tome du rire d'Aristote qui a disparu. Et ce deuxième tome, il était supposé exister dans cette abbaye, mais que le chef de la médiathèque avait dissimulé pour pas que les moines... il avait même empoisonné les pages pour pas que les moines le touchent. Donc c'est pour vous dire à quel point le religieux condamne le rire. Le religieux et l'intégriste surtout. Oui, c'est une arme, je pense que c'est une arme très efficace. Alors, pour revenir un petit peu au titre, Le Jardin des Pleurs, c'est une traduction littérale d'un jardin qui existe vraiment, Jnen Lebka, le Jardin des Pleurs. Est-ce que ça existe vraiment à Marrakech ou c'est une invention de l'auteur? La limite de... Vous savez, moi je m'inscris dans une conception d'écriture assez réaliste. Je m'inspire de... Je regarde autour de moi, je m'inspire donc des faits qui se passent autour de moi, de la réalité quotidienne, et je me mets à écrire. C'est un jardin qui a existé en partie, mais il y a le travail du romancier qui est aussi important dans celui. C'est l'histoire d'un jardin, et effectivement, comme je l'ai raconté dans le livre, qui se trouvait dans un état, qui a connu une décadence, une déchéance, à cause des maltraitances qu'il a subies de ses derniers visiteurs de la ville, etc. Mais ça peut être aussi un peu l'histoire du Maroc, aussi, c'est une métaphore. Voilà, j'ai lu là dans une sorte de métonymie aussi, une sorte de métonymie du Maroc. Ça me fait plaisir que vous y ayez fait cette lecture. Ouais. Mais en même temps, si on pousse un petit peu l'analyse plus loin, c'est aussi on peut vous reprocher aussi une certaine nostalgie pour la période coloniale, parce que le Jardin des Pleurs, c'était avant tout le Jardin des Fleurs. Et c'était un étudiant au départ, c'était un très beau jardin, et puis après, lorsque le Français est parti, il a cherché à le revendre, c'était pas un Français idéalisé non plus. Voilà, il cherchait à le revendre, mais ça n'a pas marché. Voilà. Et puis après, donc il est parti, et le jardin est ouvert à tout le monde. Et donc, comme les Marocains aiment bien les plantes médicinales, donc chacun se sert au jardin comme il peut et comme il veut. Et puis le jardin, il y avait une sorte de pancarte. La nostalgie, je ne crois pas. Nostalgie, je ne crois pas, mais puisque vous évoquez le mot, je crois que ce qui s'est passé au Maroc, sur tous ces ponts qui ont été emportés pendant les inondations,
Je parlais à un journaliste, là, pas très loin de chez moi, qui avait fait une petite enquête dans la région. Et a trouvé que les ponts qui ont été remportés, ce sont les ponts qui ont été construits par l'État. Alors que ceux construits par les Français et construits par les Marocains, des associations, oui, des citoyens qui se sont associés pour construire des... Ceux-là, ils n'ont pas été remportés. Mais ça rejoint un peu l'histoire du jardin. Donc pour vous expliquer un petit peu cette histoire du jardin, c'est un étudiant qui a remplacé le F par le P, et donc c'est le jardin des fleurs. C'est un étudiant qui a le sens de l'humour. Voilà, le jardin des fleurs. Et donc après c'est devenu Jnel Mka, donc c'est le titre du roman, le jardin des fleurs. Vous avez aussi dans le roman, à part les personnages principaux qui sont Souad et Driss, il y a d'autres personnages aussi. Des personnages qui conseillent, qui donnent parfois des leçons de morale, mais aussi des personnages français qui contrastent avec les autres, hein, avec, on va dire, les autochtones. Donc il y a Pierre, un ami de Driss, et puis il y a la touriste française qui désapprouve et qui se révolte en fait contre ce qui s'est passé en fait à Souad. Qui s'est montré surtout solidaire, oui, qui était prête à venir témoigner le jour du procès. Est-ce que vous avez voulu justement souligner ce contraste entre les personnages? Écoutez, parce que la condamnation vient de l'extérieur, elle ne vient pas. Aucun personnage n'est du côté de ceux qui subissent l'injustice. À part ces deux-là, peut-être Pierre et surtout la touriste française. Oui, vous savez, les gens ils vont du côté du plus fort. La Fontaine l'a dit 4 siècles avant moi. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et donc les gens ils soutiennent plus le plus fort, le plus puissant. Et ça, c'est un défaut humain, ça n'a rien à voir avec les Marocains, les Français ou autres, c'est humain, ça dépasse largement les frontières. Oui, pour revenir un petit peu au cheminement des personnages, donc il y a le personnage de Driss qui va avoir, comme j'ai dit, son petit studio, etc. Et puis après, il y a le rappel qui arrive. Le rappel qui est aussi un rappel à l'ordre social, puisqu'il doit donner un peu d'argent à ses parents. Et j'aimerais bien lire ce passage justement qui nous rappelle un petit peu nos débuts aussi, parce qu'on devait aussi distribuer un peu d'argent à la famille, si vous permettez. Voilà. Pour ne pas se faire des ennemis dans la famille. Voilà, justement. Alors, le plus beau jour de ma vie d'infirmier est incontestablement celui où ma situation financière fut régularisée. Ce jour-là, je reçus sous forme de rappel l'équivalent de 6 salaires mensuels. Autant dire une fortune. Mon bonheur était total. Je jubilais, j'exultais, j'étais aux anges. Jamais le monde n'avait été aussi beau à mes yeux, ni la vie aussi agréable à vivre. Et dire après cela que l'argent ne fait pas le bonheur, ou qu'il y contribue seulement. De retour à la maison, j'annonçais la bonne nouvelle à mes parents. Alors c'est le père qui intervient. Qui paie ses dettes s'enrichit, dit mon père sentencieux. Je lui rendis aussitôt les 1600 dirhams qu'il m'avait prêtés pour l'achat des 2 chevreaux offerts à mon bienfaiteur Moulezine. Le paradis est sous les pieds des mères, renchérit ma mère, citant ainsi une parole du prophète. C'est un hadith non certifié, objecta mon père, une moue malicieuse sur les lèvres. Tais-toi, postillonna ma mère. Et tant qui paie ses dettes s'enrichit, il est certifié, lui? C'est juste un proverbe, femme. Je ne l'aurais jamais entendu, moi, ton proverbe. Et plus loin, il y a aussi la sœur qui intervient. Je m'apprêtais à me retirer lorsque ma sœur fut brusquement prise d'une violente quinte de toux, prélude habituel à sa crise d'asthme. Je lui glissai 2 billets bleus dans la main, sa toux s'interrompit instantanément. L'argent fait des miracles, dit mon père Gauguin. Donc, il y a plusieurs scènes que j'aimerais lire justement. Donc, le personnage évolue ainsi. Et
puis après, il rencontre Souad, et c'est la bonne vie qui commence. Et après, donc c'est l'affaire qui va bouleverser sa vie, enfin la vie du couple. Et là, il y a en fait deux facettes de deux personnages un peu différents. C'est pour ça que j'ai posé la question. Vous êtes, si vous êtes du côté de Souad ou de Driss, on a l'impression que Driss, à un moment donné, veut lâcher l'affaire, alors que Souad veut continuer à lutter. Comment pourquoi vous avez poussé vos personnages à lutter alors que le combat est perdu d'avance? Souad et Driss savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir réussir, ne serait-ce qu'à entamer le procès, parce que pendant 2 ans, le procès n'est pas encore entamé. Alors je disais tout à l'heure que c'est une histoire vraie. Et cette histoire, je la connais de bout en bout. C'est une histoire vraie. J'ai été au tribunal, j'ai vu le procès s'ouvrir, j'ai vu les absences de l'accusé. Donc, j'ai pratiquement rien inventé sur ce plan. Maintenant, je crois que Driss, avec toutes ses lâchetés, représente le Marocain moyen, quoi. Il nous arrive tous d'être un peu lâches, des fois. On a des romans par la suite, mais ça arrive, c'est malheureux. Et donc, je pense qu'avec ses défauts, avec cette lâcheté chronique qui est la sienne, je pense à un personnage qui me plaît beaucoup, finalement. Parce que lui-même, il dit qu'il est moyen, il ne se vante pas. C'est un personnage moyen. D'ailleurs, le mot moyen, il citait très souvent. Au cours de sa scolarité, c'était un élève moyen. Ça n'a jamais été quelqu'un de brillant. Et il savait de science certaine qu'il ne serait pas une place au soleil par ses capacités intellectuelles très réduites. Et que le seul moyen de s'en sortir, c'est justement de le voyer, de donner des pots de vin, des sur table, etc. Donc, voilà, moi, le personnage positif à 100%, je n'y crois pas. Le héros, le Robin des Bois, ça c'est dans les contes, mais pas dans la réalité. En tout cas, moi, je n'ai plus jamais rencontré. Mais dans la réalité que vous décrivez ici, aucun personnage ne réussit grâce à la transpiration, au travail et à la compétence. En parlant bien sûr de Driss, mais il y a aussi le personnage de Brahim qui devient avocat, et d'autres encore. Donc on a l'impression que la réussite ne dépend pas justement de la compétence dans ce pays. Écoutez, je discutais avec 2 journalistes allemands hier au village qui sont venus voir. Et je crois que cette question de compétence, d'intelligence, de culture, c'est relatif. Parce que je leur ai parlé d'un poète au village, qui vient de mourir, malheureusement, qui n'a jamais été à l'école, et qui est poète sans le savoir. C'est-à-dire qu'il est capable d'improviser, avec la rime, avec l'harmonie qu'il faut. C'est extraordinaire. Une image que je mettrais, moi, 20 minutes à chercher, ou même 1 heure, lui, il la sort comme ça, spontanément, sans aucun effort. Voilà, par exemple, on parle de compétences. Ça, c'est quelqu'un. C'est ce que Salman Rushdie appelle, c'est ce qu'il appelle la condition du non-écrivain. Ça, c'est un écrivain. S'il avait fait des études, je suis sûr qu'il aurait percé, qu'il serait allé très très loin dans les études et même dans la création, c'est certain. Malheureusement, il n'a jamais été à l'école et il s'est réduit à un paysan totalement, un illustre inconnu, quoi. Un illustre inconnu. Il y a une particularité très marocaine ici, c'est que d'abord il y a cette réussite improbable. On peut réussir grâce à l'argent et aux connaissances, et donc Driss reçoit cette leçon. C'est une morale tout à fait surprenante et nouvelle pour lui. Mais il y a aussi le fait que le personnage
avance dans la lutte. Tout d'abord, en commençant par déposer une plainte, et puis après en faisant appel au syndicat, et puis commence la médiatisation de l'affaire, et puis après, à la fin, c'est la déroute totale, c'est la déconfiture. Les deux personnages commencent à écrire à tout le monde, y compris au roi, et on pousse cette lutte jusqu'aux confins de la folie, si vous voulez, puisque Souad, à la fin, propose à Driss d'écrire à Dieu. Oui, voilà, c'est juste, voilà, on est déjà aux confins de la Et il folie. écrit à Dieu, justement. Et effectivement, il écrit à Dieu, et la lettre revient quelques semaines plus tard. On va pas dire la fin. Alors, on laisse les lecteurs. Voilà. Mais est-ce que c'est le paroxysme un peu du désespoir, le fait d'écrire à Dieu, parce qu'il n'y a plus personne à qui pouvoir crier son injustice? Alors écrire aux personnalités, aux hauts perchés, y compris le roi, ça a frôlé l'esprit de tous les Marocains qui ont subi, qui ont connu, qui ont souffert de la justice. Un jour ou l'autre, ils se disent toujours, je vais écrire une lettre. Et il y a des milliers de lettres qui sont vont au ministre, au roi, au conseiller, etc. Et malheureusement, il n'y a jamais de réponse. Oui, je crois que là non plus, je n'ai rien inventé. Tous ceux qui ont un jour souffert de l'injustice, qui ont en face d'eux un ennemi hyper puissant, ont pensé écrire une lettre au grand responsable. Mais peut-être pas à Dieu, peut-être pas à Dieu. Moi, j'ai poussé, c'est vrai, j'ai poussé ce désespoir jusqu'au bout, et cette lettre à Dieu, c'était la fin du roman. Est-ce que c'était nécessaire, justement, de pousser ce désespoir jusqu'au bout? Au début, vous avez parlé d'un roman triste, hein? L'histoire est triste, mais elle est encore plus que triste. Il y a une sorte de pessimisme qui s'exprime à travers ce roman. Et pour rejoindre un petit peu ce qu'a dit Madame la directrice tout à l'heure, est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue? Il y a une vision très négative, en fait, de la société. Vous savez, je ne sais plus qui disait que le pessimiste est un homme lucide. Je partage tout à fait cette opinion. C'est un homme lucide. Dans les affaires, dans les conflits soumis à la justice, il faut au Maroc, tout le monde le sait, tous les citoyens le savent, il faut connaître quelqu'un à Rabat. Oui. Ça se règle par un coup de téléphone. Très souvent, ça se règle par un coup de téléphone. Mais il faut connaître quelqu'un à Rabat. Il faut connaître quelqu'un à Rabat, oui. Alors, j'ai envie de lire ce passage, un passage justement qui parle de ça. Alors, je dois le trouver. C'est le boutonneux, je pense, qui donne des conseils à Driss. Un conseil judicieux. Voilà, c'est un conseil judicieux. Alors, je ne l'ai pas trouvé, mais il y a un très beau passage aussi, très molièresque, celui de la gifle, hein, la tirade de la gifle. J'ai bien aimé ça, je vais vous lire ça. Donc, c'est lorsque Souad et Driss sont allés faire leur déposition au commissariat, et le commissaire qui commence un petit peu, le policier, je pense, l'agent de police qui commence à leur expliquer un petit peu. Alors, je vais voir, je l'ai appelé la gifle. Alors, la gifle. Je cherche la gifle. Ah oui, c'est la tirade, en fait. Je l'ai appelé la tirade justement parce que vous l'avez appelé tirade. Alors, voici une tirade qui parle de la gifle, qui est digne d'une comédie de Molière, hein, le bourgeois gentilhomme peut-être, qui me rappelle un petit peu la leçon de philosophie. Je vais vous lire ça. Vous dites, madame, lui demanda-t-il, que le commissaire Chezri, parce que c'est le commissaire qu'on accuse, l'accusé, c'est l'accusé. Vous dites, madame, lui demande-t-il, que le commissaire Chezri vous a giflé? Oui. Voudriez-vous me décrire avec précision cette gifle, s'il vous plaît? Souad leva deux grands yeux sur le policier déconcerté
par la question. « Je n'ai pas bien saisi votre demande, monsieur, lui dit-elle. Madame, lorsqu'on veut gifler quelqu'un, on peut s'y prendre de plusieurs façons, n'est-ce pas? Comme Souad restait interloqué, le moustachu décida d'être plus explicite. On peut gifler réellement, mais on peut aussi faire semblant de gifler. Oui, madame, on peut faire semblant de gifler. On lève la main, puis la seconde d'après, on se ravise. Une façon de dire au malappris d'en face, fais gaffe, la prochaine fois j'irai jusqu'au bout de ma menace. Un avertissement ou un carton jaune, si l'on veut. On peut aussi gifler d'une manière imperceptible ou light, comme vous feriez un chenapan qui vous a manqué de respect, une petite claque sans conséquence, juste pour remettre le garnement à sa place. On peut aussi gifler brutalement, de toute la force de son bras et de sa rage, comme on ferait un insolent ou un chapardeur saisi la main dans le sac, une grosse baffe à étourdir un buffle, paf. On peut gifler du plat de la main, soufflet classique et sans doute universel. On peut gifler du revers de la main, formule généralement adoptée par le gifleur qui cherche moins à corriger qu'à humilier. On peut gifler sur une seule joue ou aller simple, quoi. On peut aussi gifler sur les deux joues, et cela fait un aller-retour ou un va-et-vient. Chacun a sa façon de dire la chose. C'est très... c'est absurde. C'est le passage de la page 123. Non, c'est 168, celle de Rabat. Ah, 168, d'accord. C'est un autre Bergerac aussi. Oui. Ah oui, pour rejoindre un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de cette leçon de morale donnée par le boutonneux et qui insiste sur deux choses. Si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez être heureux, il faut des connaissances et de l'argent. Alors là, le boutonneux se tue pensif. « Puis-je savoir ce que vous faites dans la vie ?» me demanda-t-il après un silence. « Je suis infirmier, ma femme cuisinière dans un restaurant. » Il écarquilla les yeux pantois. « Vous n'êtes pas riche, vous ne connaissez personne à Rabat et vous vous êtes permis d'attaquer en justice un commissaire de police. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie, l'ami, dans ce pays. Quand on n'est pas riche et qu'on ne connaît personne à Rabat, on n'attaque pas en justice des hauts fonctionnaires de l'État. Quand on n'est pas riche et qu'on ne connaît personne à Rabat, on s'écrase devant les riches. On fait des courbettes aux tout-puissants et on laisse la main qu'on ne peut couper. Quand on n'est pas riche et qu'on ne... La sonnerie de son cellulaire retentit soudain, il le retira de sa poche, regarda le petit écran. « Oui, monsieur, j'arrive dans 2 secondes, monsieur. » Il se retourna vers moi. « C'est ce con de procureur. Avant de m'en aller, je tiens à te donner un conseil, et ce sera le mot de la fin. Dis à ta femme qu'elle ferait mieux de retirer sa plainte et de tourner la page. » Donc sur ce passage, je me retourne vers le public, je laisse la parole au public. Donc encore une fois, bienvenue, et la parole est à vous si vous voulez poser des questions ou intervenir à propos du roman Le Jardin des Pleurs de Si Mohamed Nedali, qu'on remercie encore une fois. Merci. Madame. Non, moi je n'ai pas lu le livre, mais je pense que ce livre comporte des conseils. Donc si on n'est pas riche, il faut connaître quelqu'un à Rabat. Donc je pense qu'on le prenne comme des conseils. Quand J'ai peur quand même qu'on soit très déçus. Oui, mais enfin, est-ce que ça comporte des conseils de vie de gens que votre expérience vous permet de donner? Vous savez, dans un livre, chacun peut trouver ce qu'il veut. Mais moi, au départ, mon souci, c'est d'écrire quelque chose de cohérent, quelque chose qui accrocheur du début jusqu'à la fin, d'harmonieux, de bien écrit. C'est de ne pas décevoir mes lecteurs. Alors, bon, maintenant, le reste, je ne me pose pas beaucoup de questions. Parce que si l'écrivain se posait toutes ces questions, qui sont finalement des questions de lecteurs, ce ne sont pas des questions d'écrivain, des questions de lecteurs, de critiques littéraires, de journalistes. Mais ça me fait plaisir que vous disiez, vous,
quelqu'un d'autre, qu'il y a des conseils, qu'il a trouvé... Ça a l'air tellement authentique. Voilà, qu'il a trouvé des choses importantes pour, voilà, qui peuvent lui servir dans sa vie. Oui, pourquoi pas. Mais c'est d'abord un roman. Oui, mais... Oui, en fait, le regard que peut porter le lecteur marocain n'est pas aussi le même regard, Non, parce que le culture, voilà, il est marqué surtout par sa culture. Et nous, dans le jargon de tous les jours, on dit il faut monter à Rabat. Donc monter, on ne descend pas à Rabat, on monte à Rabat. Hein. Mais on monte à Paris aussi. On monte à Paris aussi. Mais on n'a pas la même conception du verbe monter, enfin, on n'a pas la même définition du verbe monter. Monter à Rabat, c'est... escalader les échelons pour pouvoir accéder au sommet. Mais monter à Rabat, si vous avez besoin de quoi. Il faut encore connaître où aller. Oui, c'est... Alors, je voudrais lui poser une question à notre cher invité. Brish Shraibi, qui est né à El Jadida et qui à un certain moment a écrit Omrbe, la mer du printemps, qui est un roman, j'allais dire, de défense, de réhabilitation de la question berbère. Vous êtes berbère, vous habitez toujours à Tahennaout, vous ne voulez pas aller en ville. Et vous n'avez pas encore écrit ce livre ou ce roman historique sur un livre qui puisse remettre, j'allais dire, la question de la mazirité dans son contexte actuel. Merci pour cette question. Depuis toujours, j'ai dans l'idée d'écrire sur un roman sur les Berbères, sur les Amazighs. J'ai même trouvé le sujet, j'ai même trouvé le titre, Le Pèlerin berbère. Il y avait même une mécène qui s'est présentée pour financer l'écriture. Mais c'est un projet de longue haleine. Et je ne voudrais pas partir de ce monde avant de l'avoir écrit. C'est un terrain vierge. Vous avez raison. Daïchalabi l'a écrit, lui qui n'est pas berbère du tout. Il est facile. Né à El Jadida. Voilà. Mais, vous savez, moi, cette question, je m'intéresse beaucoup à la culture berbère. Quand je chante, je chante Izazal. Quand j'écoute Izazal, j'écoute Aziz Cham, j'écoute Haj Blaï. Donc, c'est une partie intégrante de moi-même, de ma culture, de mon identité, mais je ne rejette pas le reste. Je suis à la fois berbère, arabe, africain, andalou, juif. Il ne faut pas oublier que 25% des habitants marocains au début du siècle, au début du XXe siècle, étaient des juifs. Donc, cette diversité, je la revendique et je la considère mienne. Et c'est une richesse. Vous savez, il y a une très belle formule d'André Malraux qui disait « Enrichissons-nous dans nos différences ». Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Être différent aujourd'hui peut être dangereux. Mais oui, j'écrirai sûrement un livre sur cette question-là. J'y pense tout le temps, depuis que j'ai commencé à écrire. Et comme je disais tout à l'heure, je ne voudrais pas partir de ce monde avant d'avoir terminé mon pèlerin berbère. Voilà. Merci. C'est Abdelaziz. Ce que c'est Alia dit au début, c'est-à-dire on n'a pas besoin de micro. On ne peut pas rester indifférent à votre talent. Vous avez un talent vraiment fabuleux et c'est toujours un plaisir à le lire. Parlez fort. Oui, je vais essayer. Alors, moi j'aimerais revenir à l'humour que vous avez évoqué. L'humour dans vos romans prend parfois les allures d'une causticité, on va dire d'une écriture qui fait de la moquerie un mécanisme de démantèlement de critique sociale. Et
les narrateurs que vous choisissez bien sûr portent un regard sans aucune concession sur la société dans laquelle ils vivent. Alors, ça risque parfois de passer pour de la flagellation, voire de l'autoflagellation. Est-ce que ce que ces narrateurs que vous choisissez en fait représentent un regard de l'auteur, ou c'est juste aux aléas de la fiction et de la cosmogonie qui continuent et ils finissent comme ça? Et merci. Merci. Je le disais tout à l'heure, dans tous mes personnages romanesques, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'ils soient des personnages valorisants ou dévalorisants, il y a toujours un peu de moi, et sûrement aussi un peu des autres. Ça a toujours été la formule des écrivains quand ils fabriquent leurs personnages. Comme l'écrasante majorité de Marocains de mon âge, j'ai beaucoup souffert des années de blanc. Par bonheur, je n'ai pas été emprisonné, mais je l'ai souffert. Et donc tout cela ressort. On est tous marqués par ces années-là. Et j'ai peut-être pas encore, même dans le livre le tout premier, Morceau de choix, qui était un livre, on va dire, gai, heureux, plein de bonne humeur, plein d'humour, de rire. Même dans ce livre-là, il y a de la dénonciation. Le narrateur pointe du doigt, met à l'index pas mal de tares dans la société. Donc, pour répondre à votre question, je dirais oui. Avec l'autoflagellation, je ne suis pas d'accord. Je suis dans la dénonciation. Je mets à l'index ce qui ne va pas dans ces sociétés parce que ça me fait mal. Et c'est une très. Je disais à Yassine Adnan, on en parlait tout à l'heure, que c'est ma façon d'aimer le Maroc. Aimer le Maroc, ça ne veut pas dire toujours applaudir, dire l'anzine. Non. C'est aussi dire, pointer du doigt ce qui ne va pas. Je le ferai, mais cela dit, il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est que moi je suis d'abord romancier. Je suis poète. Et que l'essentiel de mon travail n'est pas de chercher l'état de la société, mais plutôt d'écrire une belle phrase, une phrase qui coule de source, harmonieuse, qui sonne bien à l'oreille. Ça, c'est très important. Et j'étais heureux, comme Ablaïd parlait tout à l'heure de Christine Orban. Il avait souligné ça, il avait souligné la musicalité, il avait parlé d'une musicalité inédite dans les textes. Et ça m'a fait plaisir, parce que c'est là où se situe le gros de mon travail. Il m'arrive souvent de sacrifier de très belles choses parce que ça sonnait mal à l'oreille. Alors, je sais pas, c'est Verlaine qui disait de la musique d'abord, avant toute chose. De la musique avant toute chose. Eh bien, moi oui, mais ceci, je le dois pas au livre, je crois que je le dois aux gens de mon village. Tahna, maintenant c'est une petite ville, mais avant c'était un doigt, un tout petit doigt, un hameau. Et les gens avaient, des paysans en majorité, des petits paysans, avaient le sens de la figure de style, avec une passion de la métaphore, pour la métaphore. Et ils aimaient la phrase bien tournée, la formule bien dite. Et une belle phrase a vite fait le tour du village. Et donc, je crois que j'ai un peu hérité de ça. Et ça ressort dans mon écriture, inévitablement. Et cette écriture est ponctuée parfois par des mots marocains qui semblent difficilement traduisibles en langue française. Il y a le mot hiba, par exemple, le mot farsa que vous laissez en arabe, parce qu'apparemment il n'y a pas d'équivalent en français. J'ai beau chercher, pour le farsa, j'ai beau chercher, il n'y a pas de mot qui rende ça. Ça n'existe pas en français. Pour le baraka non plus. Alors, pour le baraka, c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Le mot baraka en France, avoir la baraka, c'est avoir la chance. Oui. Or, ce sens-là n'existe pas en arabe. On ne dit pas Andir Baraka, Zaman Dizra. Non, c'est pas ça.
On dit, dans ce plat, il y a la baraka. C'est un plat prévu pour 4 personnes, mais que 8 mangent et qu'il en reste encore, alors on dit, la plat, il y a la baraka. C'est le sens, non. Les Français ont peut-être pris le mot dans un sens qui est complètement erroné. Et le mot a été lexicalisé, en fait, il est dans le dictionnaire. Dans le docteur Robert, avoir la baraka, c'est avoir la chance. Or, ce sens-là n'existe pas dans la darija marocaine. La langue marocaine, le dialectal marocain, ce sens-là n'existe pas. Bon, mais je crois qu'il n'y a rien de particulier dans tout ceci. Il y a des mots dans toutes les langues. Il y a des mots qui sont intraduisibles. Et un écrivain fait avec. Je crois, vous parlez de Drishraoui tout à l'heure. Drishraoui a fait pareil, Benjelloun aussi. Et même le tout premier écrivain marocain de langue française, totalement inconnu, qui s'appelle Abdelkader Chat. Oui, et qui en 1930 a publié un très beau livre. Oui, Mosaïque Terni. J'ai un exemplaire. Et j'ai trouvé des mots du dialectal marocain qu'il a gardé tel quel parce qu'il n'a pas trouvé de traduction exacte, précise en France. Monsieur, sur le plan thématique, vous avez puisé beaucoup dans la réalité. Mais sur le plan d'écriture, la technique d'écriture, quels sont les auteurs qui vous ont influencé? Parce que je veux bien travailler sur l'intertextualité dans vos romans. Merci. Alors ça, je crois que c'est le concept est nouveau, il date de Julia Kristeva, je crois, l'intertextualité, mais il a toujours existé depuis toujours. Il y a une très belle traduction en arabe, Tadakhul Nos aussi, encore mieux, Tadakhul Nos aussi. C'est comme, oui, Tamas, oui. Vous savez, un écrivain, madame, un écrivain, en tout cas c'est comme ça que je le définis moi personnellement, un écrivain c'est la somme de ses lectures, plus un talent, du talent, quelque chose qui est personnel, et qui est inhérent au parcours de chacun, à la vie de chacun, aux conditions de vie, aux circonstances dans lesquelles il a évolué. Moi, avant d'écrire, avant d'être écrivain, je me définissais d'abord comme lecteur. Je le reste encore aujourd'hui. Malheureusement un peu moins parce que j'ai des problèmes de vue. Mais j'étais un grand lecteur. Et avant de me mettre à écrire, j'ai pratiquement lu tous les écrivains marocains. Pratiquement tous. Depuis Abdelkader Chat que vous citiez tout à l'heure, Mosaïque Terni, jusqu'à la toute dernière nouvelle. Non, la nouvelle, c'est une nouvelle de mon ami Mohamed Lefah, publiée à titre posthume dans le dernier numéro de la revue Europe, et qui s'appelle Descend Abraham. Donc, je me suis toujours intéressé à la littérature marocaine et autres. Je lisais les littératures par cycle, le cycle russe, le cycle américain. J'ai lu tout Modiano, bien avant le prix Nobel. J'ai lu le Clésio, bien sûr. J'ai lu aussi en arabe, on parlait tout à l'heure avec mon ami. J'ai lu les grands écrivains marocains, Chokri, Hamid Bouzfour, Zabzar, bien sûr, Al-Warda, très beau livre. Il m'a beaucoup marqué. Donc, oui, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. Il faut lire ses pairs avant de se mettre à écrire. C'est très important. Moi, j'ai lu tous les écrivains. Il y a quelques rares livres que je n'arrive pas à trouver, mais c'est rare. Hein. La plupart, je les ai lus. Voilà, je pense que ça va vous aider à avancer dans votre travail de recherche. Oui, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Moi, j'aimerais... Oui, il y a des doigts timides. Ah ben non, alors laissons... Quelqu'un veut prendre la parole? Oui, monsieur, vous voulez prendre la parole? Ravi de vous retrouver, monsieur Mohamed Ndali. L'année dernière, j'ai travaillé... Je n'entends rien, je pense qu'il faut... L'année dernière, j'ai travaillé sur 3 de vos romans, grâce à Jean de La Fontaine, Le Bonhomme du Moineau, La Maison du Sicile. J'ai travaillé sur l'humour chez Mohamed Ndali. Et je vous pose une question concernant l'humour et le contexte.
parce que l'humour est contextualisé. Donc, quel est votre lecteur virtuel? Je n'ai pas très bien saisi la question. Quel est votre lecteur virtuel en tenant en considération que l'humour est contextualisé souvent. Donc, ce qui fait rire un Marocain ne le fait pas pour un Français. Ah, oui, enfin, j'ai compris. Mais merci d'abord d'avoir fait le choix de mes ouvrages pour votre travail. Ça me fait plaisir. Et ça prouve une fois de plus que ce que j'écris n'est pas négligé, au contraire. Alors, pour répondre à votre question, d'abord pour l'humour, je voudrais dire un mot sur l'humour. Je crois que là non plus, je n'ai absolument rien inventé. Pourquoi? Parce que les Marocains, en général, ont de l'humour, surtout dans ces régions. Marrakech, c'est la capitale de l'humour. Il y a un festival du rire à Marrakech. Et je crois que... Moi, je suis impressionné par le fait que, par exemple, il y a un proverbe marocain qui dit trop de ceci fait rire. C'est épatant, c'est incroyable, parce que trop de ceci, trop de problèmes, trop de difficultés sous d'autres cieux, ça pousse au suicide. Ça ne fait pas rire. Un Marocain, ça le fait rire. Quand il a énormément d'ennui, il éclate de rire. Donc sur ce plan, si vous voulez, je n'ai absolument rien inventé. Je n'ai fait que reproduire ce que nous avons tous, ce que nous partageons tous, nous les Marocains, du nord au sud. Je crois que la condition de la réussite d'un texte, d'une fiction, sur l'humour, aussi bien sur l'humour que sur d'autres registres, c'est la sincérité. Il faut que ça sonne vrai. Alors il m'est arrivé de déchirer des pages parce que ça sonne mal, parce que ça ne correspond à rien de vrai, parce que ça tient pas la route. Et voilà, donc quand j'imagine une situation, je la revis, je la visualise. En fait. Voilà, je la visualise. Toutes les situations que je traite dans mes textes, que je décris, sont des situations visualisées d'abord. Et quand il y a un mot qui sonne mal, je retire et je réécris. Et je peux vous dire que ça me coûte beaucoup d'efforts. Et dans des scènes où il y a de l'humour, est-ce que vous riez avant le lecteur? Vous savez, les humoristes sont des gens insupportables en privé. Moi, je ne crois pas être insupportable, mais je ne ris pas beaucoup. Vous l'avez certainement vu sur les photos, sur Internet. Je suis sérieux tout le temps. Mais j'ai de l'humour, oui, j'aime beaucoup l'humour quand il est sincère, quand il semble bien, quand il est spontané. Je parlais tout à l'heure de mon village, c'est des gens très portés sur l'humour, mais un humour raffiné, hein, et surtout berbère. Hein, c'est extraordinaire le sens de l'humour chez la Mazir, c'est extraordinaire. Et le sens de la poésie. Hier encore, je relisais un poème en berbère, très très beau. Peut-être vous citer quelques couplets. Alors, ça dit نكرزنت يوغا غيتران صرفاسنت أمودي جوان جنيوم تتولد أتنتي مقريكي يسرق نتوصل ميل هنسب ريحة الجتين وقاريمون. Alors ça c'est intraduisible, ne me demandez pas de traduire. En tout cas, ça sent bien. Oui, ça c'est sûr. Il y a des scènes d'humour, mais sans méchanceté, par exemple. Il y a cette scène des mangeurs, hein, qui, après l'acte
l'acte adulaire lorsque Driss s'est marié avec Souad. Donc je vais lire ce passage qui est aussi un passage humoristique, mais c'est de l'humour marocain, donc c'est presque de l'autodérision un petit peu. L'acte adulaire rédigé en servit le repas. Donc c'est le moment propice. Le moment le plus attendu sans doute. Les invités, airs alléchés et manches retroussées, prirent d'assaut les plats, dévorèrent les poulets au citron macéré, firent place nette dans les vastes assiettes de couscous garnies de viande, avalèrent bananes et mandarines, sifflèrent le thé à la menthe sucrée à souhait, puis se dispersèrent, rôtant, pétant, et en rendant grâce au Très-Haut pour ses bontés. C'est très beau ça. C'est très beau. On ne peut pas ne pas rire. Et la funéraille aussi, parce qu'il a évoqué que tout le monde il était triste. C'est la même, oui, exactement. Et après, quand il y a... C'est la page... C'est la fin, pratiquement. C'est vers la fin. Mais vous êtes en train de donner les clés de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort dans cette histoire. Normalement, ouais, il y a quelqu'un qui est mort, mais juste l'anecdote du funérail, que tout le monde il était triste, mais apparemment quand il y a les plats servis, ils ont oublié tout ce qui se passe autour d'eux juste pour manger. Et aussi ils ont évoqué des choses qui sont vraiment... le mariage de Driss après, et je suis désolée de brûler la fin, même si Souad elle vient même pas de refroidir dans sa tombe comme on dit, mais il évoque le mariage, ils disent qu'il faut se marier, voir la bonne encore et la plus jeune et tout, qu'il n'y a aucun respect pour la femme. Mais c'est typiquement marocain ça, donc c'est Mohamed Nedali est resté fidèle en fait. Oui, la vie continue. Il fallait un petit peu de respect pour la femme. C'était misogyne de la part des... Mais pas de la part de l'écrivain. Non, même pas de l'écrivain. Parce que l'écrivain, il reste railleur. Il a écrit d'une manière satirique, mais pas pour évoquer la femme, mais évoquer ce qui se passe généralement chez les hommes. Ouais. Mais le Marocain lambda est un peu misogyne. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est peut-être le travail de l'école de changer une mentalité sur ce plan. C'est un roman en fait qui est écrit par Mohamed Nedali avec une rage au cœur. Donc c'est une écriture faite avec les tripes, c'est une écriture très physique, mais en même temps ce n'est pas une écriture très violente, ce qui fait que ces scènes d'humour en fait adoucissent un petit peu le caractère tragique, parce qu'il s'agit vraiment d'une tragédie dans ce roman. Le Salim Jay, vous savez, l'auteur de l'unique dictionnaire des écrivains marocains, ouais. Et qui me disait c'est cet humour qui sauve vos œuvres. Effectivement. Je crois que la formule est exacte. Enfin, l'humour sauve tout le monde. Entre autres. Oui, enfin. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. Il me semble, moi, que cet humour marocain, on le comprend. On le comprend, nous aussi. Et que c'est un humour, hélas, je ne sais plus si on peut l'appeler humour, mais ça n'est plus... Je crois que ça marche, ça marche. Non, mais vous m'entendez sans micro. Bon. Alors donc, je disais que cet humour marocain, qui est un humour que nous aussi, hélas, on comprend. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, et ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous disiez, la jeunesse de maintenant ne pense qu'à avoir une place au soleil. Je ne suis pas bien sûre que la jeunesse de maintenant ne pense qu'à vouloir une place au soleil. C'est vrai que nous, dans les années 70-80, on avait des combats idéologiques. Ça, c'est vrai. On les a eus. Nous, en France, on a eu le mai 68 et l'après 68. Mais la jeunesse de maintenant a aussi ses combats. Et le combat de la femme en 68, en 70, il y a la preuve. Ce que vous avez dit, par exemple, cet humour un petit peu glaçant,
Et tu as aussi un combat de la femme de 20 ans, de 30 ans. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les jeunes de maintenant ne cherchent que leur place au soleil. Ils ont aussi de forts combats. Et je voudrais simplement ajouter, par exemple, ici, il y a un mois, nous avons eu un café slam. Je vous avouerai que moi, le slam, ça n'est pas mon mode d'expression. Ce n'est pas le mode d'expression de notre jeunesse, mais de notre génération, de notre jeunesse, ouais. Mais en entendant ces jeunes qui slamaient, j'ai bien compris qu'ils avaient aussi leur combat. Voilà, c'est ça, je voulais me permettre d'ajouter ça. Juste une petite précision. Ça marche plus. Ça marche maintenant. Alors, juste une petite précision. Vous savez, dans ce genre de sujet, généraliser est toujours une erreur. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a jeunes et jeunes, il y a milieu et milieu, c'est certain. Donc, je ne veux pas. Moi, quand je disais tout à l'heure que les jeunes ne veulent pas changer les choses, je pense à tous ceux que j'ai rencontrés et qui font des pieds et des mains pour se faire une place au soleil. Et que moi, je ne suis pas nostalgique du passé. Je ne suis pas nostalgique du passé. Je porte un regard très lucide sur les autres et sur les choses. Mais malheureusement, l'esprit de la solidarité aujourd'hui est vraiment moindre, quoi, par comparaison. Enfin, malheureusement, aujourd'hui, à entendre et à voir ce que le monde entier fait à propos de ce qui s'est passé en France, il me semble que là, il y a une formidable démonstration de solidarité. C'est grâce aux médias surtout. Les médias Non, les médias ont simplement reporté ce que les personnes ont voulu faire. Ouais. Les médias ont donné une portée à ce rassemblement qui n'aurait peut-être pas eu. Mais ce n'est pas les médias qui ont fait la solidarité autour de cet événement. Non. Enfin, je pense. Oui, non, mais c'est tout à fait juste, sauf que moi je pense que les jeunes, les jeunes marocains que je connais très bien, avec qui je discute, n'ont pas de projet commun. C'est des projets individuels. Très peu ont des projets communs. On connaît tous l'histoire du mouvement du 20 février, etc., comment ça s'est terminé. Et donc, comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on peut dire sur ce sujet est juste, et à la fois juste, et c'est comme l'existence de Dieu chez les philosophes. Donc, est juste et discutable. Alors, je voudrais, si on peut terminer, je voulais juste dire, dans votre livre, on parle une fois d'Al Jadida. Ah ouais. Oui. Au moment du... Il y a une page où vous énumérez les différents festivals. Alors, pour Al Jadida, vous avez choisi le Salon du Cheval. Et moi, j'avais presque envie de dire, si un jour vous écrivez d'autres livres, pensez à nos nuits du Ramadan. Pensez à nos nuits du Ramadan et à ce moment-là, peut-être puissions-nous dire il faut monter à El Jadida pour obtenir quelque chose. En tout cas, merci à vous d'être là, d'avoir participé. Merci à vous, Abdelali. Merci à vous, Mohamed. Merci. Merci. Votre livre est là. Merci à l'Institut. Oui. Merci, Elia. Merci à vous si tous. vous permettez, je voudrais clore. Enfin, le thème central de ce roman, c'est l'injustice. Et j'aimerais citer cette phrase de Montesquieu qui disait « Une injustice faite à un seul est une injustice faite à tous ». Ça résume un petit peu l'esprit de ce roman. Merci de votre attention. Si vous voulez, et bien sûr, procurez le livre de Mohamed, voilà. Il est là, il vous attend avec une signature. Merci beaucoup, Sadal, pour cet accueil, et cette lecture, et ces questions pertinentes. Merci infiniment.
هذا لا ميدياتيك. La médiathèque Driss Chreibi. D'accord. Bonne précision. Parce que ils l'ont nommé dernièrement. Ah, d'accord. كي داير؟ صافا لاباس عليك؟ عليك؟ واش بخير. عقلتي ليا شويه عقلت شويه. vous êtes venu en 2010 2010 فاش جيت un café littéraire. لا فاك اللي كان أي. لا هادو نيت. لا المهم en collaboration بيناتهم. كان ابراهيم الرامي عمر الرامي. اي اكزاكتومون كنتي حضرتي معايا؟ كنت حضرت معاك وجا كان ان ارتيكل على الباساج ديالك. وي Et انا جو سوي بريزيدون d'un café littéraire. هنا في جديده. نديروه في كافي في السلامية قبل الحق. On aimerait vous inviter éventuellement le mois prochain. غادي نعطيك المال غادي تكتب الميل On serait heureux de vous accueillir parmi nous. avec plaisir. On est une petite association, on a commencé il y a 2 ans. On invite des écrivains, on a invité le dernier, on a invité le dernier Saltos. بيضاء كان جامد. سي ان امي سي سون بروميي كنعرفو مزيان. لو نو سي بوبية طارق. بوبية طارق عندي في فيسبوك. اييه on est d'accord. انا عندها الميل هو صافي نضالي d'accord. Alors mettez طارق et puis mettez le roman de Berbère le prochain ان شاء الله. بغيت نكتبو مي سي ان لون بروجي فو دي زاني. قلت زعما شويه شي حاجه كتبت شويه كتبت شويه سي ان لون بروجي. قلت زعما تنبغي تنشتاق عاود ديالي الطلب درت طلب 2 فوا 3 فوا كاع. قلت غير نقعد نتفرغ عليه نكتبو.